Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce quatrième After Work, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Ce rendez-vous est diffusé en direct sur la chaîne Vox Pharma ainsi que sur les ondes de Pharma Radio. Ce soir, direction la région Nouvelle-Aquitaine en compagnie de la tête de liste FSPF pour les élections aux URPS, Marie-Hélène Tessier. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis titulaire depuis une trentaine d'années à Rouillé, dans la Vienne, une commune rurale située à mi-chemin entre Poitiers et Niort. Je suis également présidente du syndicat des pharmaciens de la Vienne et vice-présidente du syndicat des pharmaciens de Poitou-Charentes. Merci. Nous accueillons également deux de vos colistiers, Nathalie Berton, si vous voulez vous présenter. Bonsoir. Alors moi, oui, merci. Alors bonsoir. Je suis diplômée moi depuis 99. J'ai été assistante puis titulaire depuis 15 ans et ça fait 3 ans que j'exerce seule. Je suis installée à Cestas en Gironde et c'est une pharmacie de Centrebourg. Donc je suis candidate à la liste FSPF Nouvelle-Aquitaine pour défendre la profession et pour participer à son évolution vers plus de missions et une rémunération à sa juste valeur. Merci. Et monsieur Xavier Monnier-Touma. Oui, bonjour. Alors moi, je suis pharmacien dans une pharmacie de quartier en périphérie de Bordeaux depuis 2008. Je suis membre du conseil d'administration du syndicat local et je participe à diverses commissions au national. Je suis aussi expert en santé digitale depuis 2013. Je baigne dans un environnement de start-up et de grands groupes et je mets mes compétences au service de l'URPS Nouvelle-Aquitaine et si je suis élu dans un but de simplification, de développement de projets innovants, en espérant rajouter beaucoup de positivisme en ces temps moroses. Bien, merci à tous les trois d'avoir répondu présent ce soir. Avant de vous entendre plus longuement, nous parlerons du programme économique de l'FSPF avec Denis Millet, président de la commission études et stratégies économiques. Mais commençons tout de suite par un tour d'horizon de l'actualité de ces derniers jours avec le président national de l'FSPF, Philippe Besset. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Alors la HAS vient de se déclarer favorable à la vaccination anti-Covid à l'officine. Selon vous, est-ce que le gouvernement va suivre cet avis ? Écoutez, il y a grosse bataille en vrai. Donc je vais vous le dire clairement. Nous avons bien sûr beaucoup milité, beaucoup œuvré pour que la vaccination anti-Covid se fasse dans les officines de pharmacie. Alors pourquoi ? D'abord parce que la vaccination, c'est ça qui va nous faire sortir de cette maladie, de cette épidémie. Donc, c'est la seule méthode pour le faire et il faut vraiment, pour la santé des gens, tant la santé sanitaire que la santé économique, sortir de l'épidémie. Donc ça, c'est le premier point. Et la pharmacie est véritablement bien placée parce que c'est le lieu de proximité sur le territoire, au plus près dans les villages, dans les quartiers, n'importe où en France, où il y a des professionnels de santé formés et qui peuvent faire cette opération de vaccination. Et également, bien sûr, c'est le lieu qui a la confiance des gens. Et cette histoire de vaccin est également une question de confiance, il ne faut pas l'oublier. Donc, nous avons milité pour avoir ce vaccin dans les officines et pouvoir faire la vaccination, bien sûr avec les autres soignants de ville. C'était très interpro tout ça. Et nous avons obtenu donc gain de cause. Les experts de la Haute Autorité de Santé ont dit que c'était le lieu qu'il fallait avoir pour la vaccination. Et nous avons donc, pour la première fois, un avis de la Haute Autorité de Santé qui dit que le pharmacien doit pouvoir administrer le vaccin, mais il doit pouvoir aussi le prescrire si ce vaccin est en prescription médicale obligatoire. Donc ça, c'est majeur. Donc ça, c'est l'avis qui a été rendu. Les médecins, les syndicats de médecins en tout cas, donc ils sont en élection, bon, vous direz comme nous, mais ils sont plus nombreux que nous, donc ils sont très tiraillés. Ils disent quand même parfois des bêtises. L'ancien président, donc Jean-Paul Hamon, c'est un peu lâché, je trouve, dans les médias, et c'est véritablement pas confraternel de dire ce qu'il a dit. Les pharmaciens sont tout à fait aptes à vacciner. Bon, d'autres. Excusez-moi, Philippe, vous parlez du vaccin d'AstraZeneca. Je parle du vaccin d'AstraZeneca, mais vous faites bien de m'interrompre là-dessus. La Haute Autorité de Santé, dans son avis,
a dit qu'elle allait réévaluer dans les semaines à venir la vaccination par le pharmacien pour les vaccins à ARN, donc pour ceux de Moderna et également celui de Pfizer. Voilà. Donc je reviens à mes médecins. Donc il y a d'autres syndicats médicaux qui prônent la vaccination uniquement dans les centres, alors que nous pensons que c'est dans ville, donc dans les cabinets médicaux, avec des infirmières libérales à domicile et dans les pharmacies que doit se faire la vaccination. Donc heureusement, tous les syndicats médicaux ne sont pas comme ça. Donc nous avons il y a des soutiens à la vaccination en officine parmi les médecins également. Et donc j'espère bien que le gouvernement va prendre en compte cette mesure et la mettre dans la loi. C'est bien sûr du réglementaire qu'il nous faut maintenant. Il y a un autre sujet qui est le nombre de doses. Voilà, avec la HS qui a recommandé une priorisation sur comorbidité. Donc, il est possible que pendant quelques jours, quelques semaines, en fait, la pharmacie soit le lieu de la délivrance du vaccin, mais pas forcément le lieu prioritaire pour l'administration. Et nous devrons peut-être en donner plus aux prescripteurs. Il faut voir dans quelle proportion. Et ça, c'est à la main du gouvernement en fonction de la priorisation médicale. Et en tout cas, moi, ce que j'attends, c'est à quelle date les pharmaciens vont pouvoir vacciner en officine. De mon point de vue, ça doit être rapide. Donc, ça doit être le plus rapidement possible en fonction des doses, évidemment. Donc, quelque chose comme fin février ou mars pour débuter cette campagne de vaccination, sachant que dans les premiers temps, ce sera dans des très petits nombres. Les flacons, c'est à peu près arbitré, seront délivrés à l'unité dans les officines. Donc, c'est des flacons de 10 doses que nous devrons remettre aux médecins et qui nous serviront pour la vaccination à l'officine. Donc, il faudra faire des plages horaires. C'est un système qui va se mettre en route et dont nous aurons les modalités pratiques la semaine prochaine. Donc, ce n'est pas la peine pour l'instant, vraiment, la question de l'organisation de l'officine. Que faut-il faire est une vraie question. Moi, je vous le dis, il faut vous préparer à avoir une grosse vague de demandes. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à faire de spécial. Vous aurez peut-être des modules de formation académique en ligne ou par visio qui seront disponibles, mais le geste intramusculaire est le même, donc vous saurez le faire. Et ensuite, tout le reste, ça dépendra du produit et de ce que nous déciderons avec le gouvernement. Et vous devez attendre, ce sera la semaine prochaine. Voilà. Achetez 4 chaises, parce qu'il faudra faire attendre les gens 15 minutes après la vaccination en surveillance. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez déjà commencer à pouvoir organiser. Le local de vaccination, vous l'avez déjà. 18 000 d'entre nous ont un local de vaccination et savent vacciner. Vous sortez à l'instant d'une réunion avec le directeur général de l'assurance maladie, Thomas Fatome, juste avant de nous rejoindre. Avez-vous évoqué la rémunération de la vaccination anti-Covid par les pharmaciens ? Oui, c'était l'enjeu de cette réunion. Donc, évidemment, on l'a évoqué. Le directeur de l'assurance maladie nous a fait une première proposition dans la concertation. D'abord, c'est important de vous dire que nous allons développer, la FSPF va développer tous ses arguments pour cette rémunération, et je vais vous les donner. Mais ce n'est pas une signature conventionnelle. Contrairement à l'objet de ces élections, qui est de négocier une future convention avec l'assurance maladie que nous signerons et que j'espère positive pour le métier dans les années à venir. Là, c'est une concertation. C'est-à-dire qu'en fait, l'assurance maladie est chargée par le gouvernement de nous sonder, de nous faire une proposition. Donc, nous allons faire, c'est ce que nous avons fait là pendant 1 heure et que nous referons lundi parce que ce n'est pas terminé. Enfin, attendez, on n'est pas content de la proposition du directeur, donc ce n'est pas terminé. Donc, nous allons nous revoir lundi soir pour une deuxième phase de concertation. Mais quoi qu'il en soit, ce sera le gouvernement qui tranchera et qui décidera. Et ensuite, les professionnels feront ou ne feront pas sur le choix du gouvernement, mais on ne demandera pas la signature de la fédération sur ça. On ne recherche pas notre signature. Nous ne faisons qu'expliquer. Okay ? Donc, pour être plus concret maintenant et pour passer aux choses sérieuses, si on peut dire, ce qui nous est proposé, c'est un forfait pour la vaccination de 6,30 € comme pour la vaccination antigrippale, plus une rémunération de 5,40 €
pour renseigner le système d'information SIVAC, donc voilà, SIVAC, le système d'information de vaccination. Donc, ça fait un forfait de 11,70 € pour la vaccination. Je ne vous cache pas que nous trouvons ce forfait faible parce qu'il y a une responsabilité, parce qu'il y a un accueil différent par rapport à celui de la vaccination grippe du fait de la nécessité de remplir un questionnaire patient. C'est tout ce qui recouvre la responsabilité en fait dite de prescription de vaccin à prescription médicale obligatoire. Donc, nous avons demandé une rémunération supplémentaire pour ça. Vous connaissez la mise de départ. Voilà, vous savez que ça ne nous satisfait pas. Nous verrons lundi quelle sera la deuxième proposition du directeur, sachant que de toute façon, nous n'aurons pas donc à signer quoi que ce soit, c'est le gouvernement qui décidera. Enfin, il a été également évoqué la rémunération du pharmacien pour la remise du flacon de 10 doses aux autres professionnels de santé, d'abord aux médecins. Il n'est pour l'instant pas encore question des infirmiers, ça devrait venir, je pense, dans le temps également, mais d'abord aux médecins. Et ce forfait serait de 3,45 € par flacon de 10 doses remis, sachant que le système de facturation permettrait d'effectuer la traçabilité aux médecins de cette remise de flacons. Donc nous avons demandé là-dessus que nous soit également accordée une rémunération pour la gestion des vaccins qui sont pour l'officine, puisqu'en fait ça réclame une logistique également, et donc là aussi il y a débat et nous allons voir ce que le directeur nous dit. Enfin, nous attendons encore et toujours la rémunération pour les pharmaciens qui exercent dans des centres. Et ça, par contre, nous n'avons toujours pas de remarques là-dessus. Donc, je le redirai demain. J'ai demain de nouveau une réunion avec le directeur de cabinet d'Olivier Véran sur la répartition des doses, en fait. Parce que le gros enjeu, ça va être comment on répartit les doses entre les pharmaciens et les médecins. Vous avez compris, sachant qu'il y en a peu. Donc, c'est ça le sujet de demain avec le directeur de cabinet. Et sur ce sujet-là, moi, je vais demander de nouveau que les pharmaciens qui exercent dans des centres soient indemnisés. La convention est prête maintenant. Elle a été déployée dans les ARS, la convention d'intervention des pharmaciens. Il faut une indemnité. Voilà les news sur la rémunération. Une autre question. Afin d'éviter une nouvelle vague épidémique, le gouvernement a décidé de fermer certains grands magasins. Alors, je voulais savoir, est-ce que des aides financières sont prévues pour venir en aide aux officines qui seraient installées dans les galeries marchandes de ces grands centres commerciaux? Alors, il y a globalement, on va y revenir tout à l'heure, mais globalement, les pharmaciens ont une activité qui se tient. Mais il y a un certain nombre d'entre nous qui ont des situations catastrophiques, qui ont des situations humaines catastrophiques, qui reçoivent des injections à payer des fournisseurs, qui sont harcelés par des dettes de loyer, voilà. Donc, et ça, on ne peut pas le chiffrer, mais c'est quelques centaines de confrères en France. Ils sont dans les lieux de passage qui sont fermés, les lieux de transport, les galeries commerciales, les pharmacies de montagne qui sont également très impactées dans les Pyrénées, dans les Alpes, voilà, parce que les stations sont fermées. Donc pour eux, il faut des dispositifs spécifiques. Voilà. Donc on va le réclamer à l'assurance maladie, mais je dois vous dire que ça dépend également de la pharmacie, la entreprise. Et donc j'ai saisi le ministre des petites et moyennes entreprises, donc M. Griset, de ça. Donc j'ai demandé un rendez-vous personnel pour traiter de ce sujet-là. Il faut que les pharmacies disposent des aides qui sont octroyées aux autres entreprises en difficulté de secteur. Il faut qu'elles soient identifiées. Elles ne le sont pas. Et donc, il faut les identifier. Donc, j'espère qu'Alain Griset va pouvoir faire ça. Nous avons, moi, je compte beaucoup sur lui. Vous savez qu'il a été l'ancien président de l'UDP, donc qui est dans notre chambre patronale. Donc, il est maintenant plus syndicaliste. Il est ministre, mais j'espère qu'il se souvient qu'il y a peu de temps, il défendait les petites entreprises
Et donc, je compte beaucoup sur ça. Je Alors, vous en parlerai, bien sûr. il est peut-être encore un peu tôt, mais vous pouvez déjà nous dresser le bilan économique de 2020? Oui, alors, rapidement, en quelques traits, et bien sûr, j'y reviendrai plus longuement parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce bilan 2020. En quelques traits, l'activité de l'officine en 2020 s'est maintenue. Nous avons donc un chiffre d'affaires qui est positif, qui va être un chiffre d'affaires d'à peu près plus en 1,75%. Donc, c'est quelque chose qui est remarquable dans cette année 2020 qui a été marquée par des confinements, qui a été marquée par des pertes d'activité donc pour de nombreuses pentes de l'activité de notre pays. Donc, c'est quand même quelque chose à signaler. Donc, voilà. À l'intérieur de ça, il y a des gens donc, qui sont très affaiblis. C'est ce que je viens de dire dans l'épisode précédent. En revanche, la rémunération, bien sûr, ne suit pas complètement, même si elle est quand même assez stable. Elle est négative, mais stable. On perd donc moins 0,22% en rémunération totale, marge plus honoraire. Donc, ne vous laissez pas bercer de mots par l'USPO qui raconte que nous avons une marge qui augmente de façon mirifique. La réalité, c'est que la marge, elle baisse peu, mais elle est à la baisse. Voilà. En 2020. Et moi, donc, je reviens sur les deux choses qui m'agacent le plus. C'est ces honoraires complexes. Donc, je vais y revenir. Ce fameux toujours avenant 19. Je fais une fixette un peu là-dessus. Je vais d'ailleurs demander aux pharmaciens combien ils ont perdu chacun, parce que ça commence à m'inquiéter cette affaire. En 2020, en moyenne, en pharmacie, on aurait dû gagner 4 000 € avec cet honoraire, et cette signature de l'USPO fait qu'on a perdu à peu près 3 000 €. Voilà. Donc, on a gagné 1 000 au lieu de 4 000. Donc, ça, c'est sur l'honoraire complexe. Et le deuxième point, c'est la ROSP. Alors, ça, on y reviendra. J'ai eu des questions dans les messages de la semaine dernière sur la ROSP. Donc, la ROSP, de façon claire, la dernière ROSP signée par la FSPF, elle avait ramené 8 000 €. Voilà. La ROSP, vous pouvez le regarder dans vos logiciels. D'ailleurs, là aussi, je vais vous interroger pour savoir qu'est-ce que vous aviez gagné sur la ROSP générique en 2018. C'est en moyenne 8 000 €. Les deux autres signatures qui ont été faites par l'USPO, c'est l'année, donc celle qui a été touchée en 2019, c'est environ 6 000 €, et celle qui a été touchée cette année, c'est environ 3 000. Donc, est-ce qu'on va arriver à zéro? C'est la question qu'on est en train de se poser. Voilà. Donc, il faut véritablement reprendre le fil d'une politique conventionnelle dynamique sur le générique, et ça, j'espère qu'on va arriver à le faire. Voilà les premiers chiffres de l'économie de l'officine, et là, j'y reviendrai plus en détail. Un chiffre je viens d'interpeller le directeur général de la CNAM, et donc je vous livre aussi ça, sur le tarif de la vaccination. Je lui ai dit les choses en ces termes. Je lui ai dit, monsieur le directeur, voilà, nous, on est très contents quand on fait de la santé publique. La santé publique, c'est d'éviter que les gens tombent malades. Donc, ce qu'on fait en distribuant des masques, en préconisant la distanciation sociale, en faisant les gestes barrières, eh bien, ça évite que les gens tombent malades. Les tests antigéniques que nous avons faits, la vaccination que nous allons faire, ça évite que les gens tombent malades. Donc, moi, je suis très content que les professionnels soient rémunérés, les pharmaciens soient rémunérés pour que les gens ne soient pas malades. Mais ça veut dire qu'il faut qu'ils aient une rémunération correcte, parce qu'ils doivent vivre. Parce qu'en vrai, en janvier, on ne vend pas un seul antibiotique. On ne vend pas un seul médicament pour le rhume ou pour la gastro. Il n'y a pas de pathologie. Donc, la question que les gens ne tombent pas malades, c'est évidemment une bonne nouvelle. Mais il faut adapter le modèle économique, parce que si on ne soigne plus, il faut que les soignants soient, comme en Chine, comme dans d'autres pays, affectés à préserver la santé de la population. Donc, j'y reviens là-dessus. Les tests antigéniques en décembre ont ramené 72 millions € au réseau. C'est pas rien. C'est pas rien, 72 millions €. Voilà. Donc, ça veut dire que dans ces nouvelles missions de prévention, il n'y a que 40% du réseau qui a fait ça. Donc, ça, c'est aussi une difficulté. Parce que moi, mon concept, c'est que toutes les officines de France
ait accès à ces missions. Il est impératif que ce soit ça le modèle. La fédération, c'est pour tout le monde. C'est ça son enjeu. Donc, c'est le dernier enseignement économique. C'est 72 millions sur les tests antigéniques sur 2020. Moi, je veux bien qu'on continue en 2021 sur la prévention, sur les tests, sur les vaccins, mais il faut qu'ils soient rémunérateurs et pour toutes les officines. Merci Philippe. Alors, restons sur le sujet de l'économie d'officine. Denis Millet, vous êtes président de la commission études et stratégies économiques de la FSPF. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes du programme économique de la FSPF pour les élections aux URPS ? Oui, alors je comptais vous diffuser des diapos, mais apparemment on a un problème technique, donc je vais vous le faire sans diapos. On va faire ça de tête. Donc, la première diapo que je vais vous présenter, c'est un schéma, c'est un diagramme qui est issu non pas de nous, non pas de l'USPO, qui est issu de la Commission des comptes de la Sécurité sociale. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est très officiel. Et cette commission, elle constate que en 4 années, enfin sur 5 années à suivre, donc en 4 années, on est passé de 5 milliards, c'est-à-dire en 2015, la pharmacie gagnait 5 milliards 250 millions d'euros, et en 2019, elle a gagné 5 milliards 240 millions d'euros. Ce qui fait on stagne, on va dire, on est une légère baisse, mais en gros, on a exactement la même rémunération que 4 ans avant. Alors là, vous voyez, on a perdu encore 12 millions cette année, les moins 0,22. Donc, en gros, on stagne. Or, vous le savez, on a 120 000 salariés, à nous tous. On réunit 120 000 salariés, ce qui est une branche énorme. Et ces 120 000 salariés, on les rémunère et on les augmente régulièrement. Il y a 2 augmentations qui sont naturellement, c'est quand on suit les évolutions du SMIC notamment, donc on les augmente en gros d'1% par an. Plus ils ont leurs évolutions de carrière naturelles, vous savez, tous les 3 ans, il y a des pourcentages et les préparatrices sont augmentées et les adjoints aussi augmentent dans la grille. Donc tout ce coût-là nous coûte en gros 60 millions d'euros par an, ces augmentations. Or, vous voyez, sur 4 années, on n'a rien gagné du tout. Et cette année, on a encore rien gagné, ce qui fait qu'il nous manque en gros au moins 300 millions, ne serait-ce que pour assurer les salaires de nos employés, de notre personnel. Donc, on a ce manque à gagner. Et ces chiffres-là, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des chiffres qui sont issus de nous, ce sont des chiffres qui sont issus de l'État. C'est l'État qui a constaté ce phénomène. Donc, à partir de là, on a bâti un programme économique relativement simple, je veux dire, qui est d'abord, on veut regagner ces 300 millions qui nous manquent. Et pour les regagner, il y a une méthode simple qui redistribue l'argent à peu près de manière équivalente dans les officines. C'est de dire on fait 600 millions d'ordonnances par an. Donc, on passe le HDR, c'est-à-dire la rémunération à l'ordonnance qui est actuellement de 50 centimes. Je parle toujours hors taxe. Donc, vous allez me dire c'est 51, non, c'est 50 centimes hors taxe. On va la passer à 1 euro. Et ce 1 euro, ça fait 300 millions d'euros qui seront pour le réseau. Alors, ça, c'est la première opération. La deuxième opération, pour que cet argent des ordonnances soit mieux fléché vers les pharmacies, on va dire, de proximité, les pharmacies qui délivrent plutôt vers des patients à ordonnance un peu plus complexes, on va demander à ce que l'honoraire complexe, le HC, je crois que Philippe vous l'a dit, qui a été signé à la baisse par l'USPO, c'est-à-dire il devait être à 1 euro au début de l'année, il est passé à 30 centimes. Je vous rappelle d'ailleurs, là on n'en a pas reparlé, mais qu'on vient de gagner au Conseil d'État et que vous allez tous récupérer courant avril tous les HC, les 70 centimes par HC du 1er janvier au 4 février. En gros, 300 euros chacun en moyenne. Ça, c'est une belle action qu'on a gagnée. Donc, ce HC, on va demander à ce qu'il revienne à ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire à 1 euro. Et le passage à 1 euro ça nous refera gagner les 60 millions qu'on a perdus. Entre parenthèses, le HC qui était censé, ce que disait Gilles Bonnefond, c'est que c'est bien parce que j'ai signé à la baisse un honoraire dont la quantité baisse. En réalité, cette année, la quantité a augmenté. Donc, pas de chance, il a fait baisser quelque chose qui monte. C'est un peu dommage. Voilà. Donc, on va avoir 60 millions pour ça. La troisième opération, c'est pour contrer un peu la ROSP. Philippe vous en a parlé. La ROSP générique, elle va être à la baisse parce que la ROSP générique, c'est une redistribution de l'économie que fait la Sécu. Comme l'économie de la Sécu est de plus en plus faible parce qu'il y a plein de produits OTFR, etc., ils ont quasiment plus rien à nous distribuer. Donc, on sait que ça va baisser mathématiquement. Donc, on veut sortir de cette impasse. Et la proposition qu'on fait, c'est d'augmenter le HD, l'honoraire à la boîte des génériques, et par équivalence le HG des conditionnements trimestriels, pour les augmenter de 10%. Ça les fait passer de 1 euro à 1,10 euro, de 2,70 à 2,97. Alors, on va le passer pour les génériques uniquement, et pour les génériques et pour leurs princeps quand ils sont au même prix. Parce qu'avec cette méthode que beaucoup de labos utilisent, qui est de baisser leur prix en espérant que leur princeps soit sauvé par le fait qu'ils soient au même prix,
avec l'aide un peu complice de certains logiciels de médecins qui commencent à nous faire des petits messages, c'est au même prix, il ne faut pas délivrer le générique. Donc, avec ce phénomène-là, on va donc 1,10 € pour le HD, 2,97 € pour le HG, et ce phénomène-là nous fait gagner 100 millions d'euros. Ça, c'est pour compenser cette perte de la ROS générique. Voilà. Et enfin, la dernière mesure, qui est un peu plus originale, et je pense qu'elle va faire réagir, il n'y a pas de message encore sur le réseau, mais ça ne va pas tarder à arriver, je pense. La dernière mesure, dans la convention qu'on a signée en 2012, il y avait une des missions, c'était de sauvegarder le maillage territorial, notamment on vit ces pharmacies très isolées en campagne, très isolées à la montagne, notamment, enfin, dans des coins qui sont un peu reculés, c'est des pharmacies qui ont du mal à vivre. Et ces pharmacies-là, c'est compliqué de les sauver. Donc, on avait une première idée, c'est de dire on va essayer de cibler des pharmacies en difficulté et sous quelques conditions d'horaire d'ouverture, de respect de certaines conditions de qualité, enfin, voilà, ça reste à discuter. On leur a attribué une rémunération minimale. C'est ce qui se fait en Écosse. Par exemple, en Écosse, une pharmacie qui est dans un coin un peu où il y a besoin d'une pharmacie qui a du mal à vivre, l'État écossais leur garantit un minimum vital, entre guillemets, un minimum de revenus, quelle que soit la quantité de médicaments qu'ils délivrent. Et donc, basé sur cette idée, notre idée est de dire, alors on voulait d'abord que les pharmacies, et puis on a eu une remarque au niveau du bureau qui est de dire, mais c'est compliqué parce que ça va toujours être, pourquoi moi j'ai droit, pourquoi moi j'ai pas droit surtout, et mon copain juste à côté il y a droit. Et donc on s'est dit, on a pris une idée un peu originale, je pense qu'elle fait un peu discuter, c'est de se dire, on va donner cet argent-là, on va en donner à toutes les pharmacies qui distribuent des médicaments en France, et on va dire, eh ben, on va leur donner une aide on a fait un calcul qui dit on va donner 1 000 € par mois à ces pharmacies, systématiquement, avant qu'elles commencent à délivrer des médicaments. Donc 12 000 € par an. Pour des très grosses pharmacies, ils vont dire 12 000 €. Pour moi, ça ne va pas changer franchement ma marge. Ça va l'augmenter un peu, mais pas beaucoup. Et pour des petites officines qui sont en difficulté, 12 000 €, c'est ça qui va les faire basculer à risque de fermeture très important, à un risque un état de fait où ils vont pouvoir continuer à vivre. Et ces 12 000 € vont leur permettre soit de vivre pour eux, soit d'embaucher une préparatrice à temps partiel, soit d'embaucher un assistant un jour par semaine, qui fait qu'ils auront un mode de vie beaucoup plus confortable. Et ce montant-là, ça paraît un peu phénoménal, ça fait 250 millions d'euros. Vous voyez, on met 50 centimes par an, c'est 300 millions. On met cette somme qui paraît importante, c'est 250 millions d'euros. 250 millions d'euros, j'aime bien faire ce ratio, c'est 1% du coût des médicaments remboursés qu'on délivre en France. En France, les médicaments, la Sécu rembourse pour 25 milliards de médicaments remboursés. Là, on demande un effort qui correspond à 1%. 1% pour sauvegarder le maillage territorial, sauvegarder cette capacité qu'on a à distribuer, qu'on fait appel à nous pour distribuer des masques, qu'on fait appel à nous pour bientôt vacciner pour le Covid. On est là partout, dans n'importe quel coin de France, on est là. Et ce qu'on demande à l'État, c'est donnez-nous 1% de la distribution pour maintenir ce réseau. Voilà, c'est l'ensemble de nos propositions. Je pense que Philippe va ensuite les commenter. Philippe, vous voulez ajouter ? Je les résume peut-être. Donc, vous voulez doubler l'honoraire à l'ordonnance ? Oui, pour 300 millions. Passer l'honoraire complexe à 1 €. Oui, 60 millions. Comme il aurait dû l'être. Augmenter le HD, le HG de 10% pour les génériques et les princeps qui sont même prix. Et voilà. Et puis, pour sauvegarder le maillage, c'est un forfait de 1 000 € par mois pour certaines officines. Voilà, toutes les officines, d'accord. Et ça, c'est une augmentation de ce qu'on appelle la ROS qualité de service. D'accord. Au mois de mars, voilà. Donc, ces quatre piliers, ces quatre thèmes de revalorisation tarifaire, ils embarquent deux notions essentielles dans notre campagne, et dans notre programme, dans notre projet d'avenir. Il est que la première chose, c'est qu'on se réapproprie la dispensation du médicament. C'est avec ça que nous allons pouvoir financer de l'amélioration de la qualité de la dispensation, des interventions du pharmacien sur l'ordonnance, de tout ce qui est l'amélioration de la dispensation du médicament. C'est notre cœur de métier et c'est ce que font toutes les officines. Donc, les missions, certaines en font, d'autres pas. La dispensation, tout le monde le fait. Donc, nous avons concentré les revalorisations sur la dispensation. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va se désintéresser du reste, mais c'est l'élément essentiel. Le deuxième élément, c'est que nous demandons des revalorisations d'honoraires existants. Franchement, je ne sais pas vous, mais il y en a marre des changements tout le temps de rémunération, on n'y comprend plus rien. Voilà. Je suis responsable de ce changement, il fallait le faire, le changement de marge vers honoraire, parce que
on a changé de statut, on est devenu professionnel de santé avec une grande majorité d'honoraires. Donc, c'est un changement dont je suis fier, mais c'est un changement qui a perturbé les habitudes de tout le monde. On a fait ensuite un deuxième changement en 2017, là aussi, pour lequel je suis favorable dans son concept, même si je trouve qu'il n'y avait pas assez d'argent dessus. Mais en fait, vous avez vu, ça fait 2 campagnes électorales où il y a un syndicat qui vous dit vous avez perdu avec la bascule, et l'autre qui vous dit vous avez gagné avec la bascule. Et puis, 5 ans plus tard, c'est l'inverse. Là, vous n'aurez pas à vous poser la question. C'est une augmentation qu'on propose. Ce n'est pas une transformation, c'est une augmentation. Voilà. Bon, moi, ça, je veux que c'est quelque chose qui soit simple, qui soit lisible. C'est vraiment la base de ce programme. La dispensation, le cœur de métier, la lisibilité et la simplicité. Revalorisation et pas changement. Voilà. On ne change plus. On est maintenant dans la bonne direction et maintenant on revalorise comme les médecins, comme les autres. On demande une augmentation de notre consultation, de nos actes. Voilà. Voilà les explications. Merci Philippe. Alors, avant d'entendre les candidats FSPF de la région Nouvelle-Aquitaine, je vous propose de regarder un petit film sur les enjeux et les modalités pratiques des prochaines élections URPS. Je ne sais pas si c'est prêt. Pourquoi voter aux URPS ? Entre le 31 mars et le 7 avril 2021, l'ensemble des titulaires exerçant en France est invité à élire leurs représentants pour 5 ans à l'Union régionale de professionnels de santé, alias URPS, dont ils dépendent. Les URPS sont chargés de faire le lien entre les professionnels de santé d'un territoire et les agences régionales de santé, ARS. L'intérêt des URPS est d'améliorer l'organisation de l'offre de soins au niveau local. Avec cet objectif, elles vont donc chercher à développer de nouveaux outils pour les professionnels, expérimenter de nouvelles missions, mener des actions de prévention et d'éducation pour la santé ou encore œuvrer à la coordination des soins. Bien choisir son bulletin de vote a une incidence sur le plan national, car ces élections permettent de mesurer l'audience de chaque syndicat professionnel et de déterminer leur représentativité. Plus son score sera haut, plus il sera en capacité de faire entendre votre voix auprès des pouvoirs publics, de l'État et de l'assurance maladie. Alors, on résume. Qui peut voter ? Tout titulaire inscrit à l'ordre des pharmaciens exerçant dans la région dans laquelle il vote et conventionné avec l'assurance maladie au 30 novembre 2020. Aucune démarche n'est nécessaire pour être inscrit sur les listes électorales, c'est automatique. Toutefois, chaque électeur pourra vérifier son inscription sur les listes grâce à un portail qui sera accessible à partir du 30 novembre 2020. Quand voter ? Du 31 mars 2021 à 12h au 7 avril 2021 à 12h. Comment voter ? Le scrutin se tiendra par voie électronique. Chaque professionnel, dûment inscrit sur les listes électorales, recevra ses codes de vote par voie postale à son adresse professionnelle, avant l'ouverture du scrutin. À noter que ce portail permet également de visualiser les listes de candidats présentés ainsi que les professions de foi des candidats. Pourquoi voter ? Pour nous faire entendre plus fort. Alors, nous venons de le voir dans ce petit film. L'un des enjeux de ces élections sera de déterminer la représentativité des syndicats au niveau national. La FSPF a choisi de construire son programme en interrogeant les confrères sur leurs attentes. C'est l'objectif de la grande consultation nationale que vous avez lancée, Philippe Besset. Est-ce que vous avez des premiers chiffres du retour de cette grande consultation ? Oui, et j'en ai 2 à vous donner. Merci. J'ai actuellement 4600 réponses à la grande consultation. Donc, c'est des confrères qui ont participé donc à toutes les questions que nous posions. Mais ils ont fait des contributions, c'est-à-dire il y avait des pages libres avec des gens qui pouvaient s'exprimer et donc et nous proposer des choses. Et j'ai un très joli livre de chevet, Christophe. J'ai 145 pages de contributions des confrères que maintenant nous sommes en train de trier et de mettre en forme pour voir tout ça. Mais je peux vous dire que simplification et revalorisation, ils ont compris. On va voir ça tout de suite avec Marie-Hélène Tessier. Est-ce que vous avez des retours, vous, de la grande consultation dans votre région ?
Oui, bien sûr, j'ai regardé attentivement. La Nouvelle-Aquitaine, vous savez, c'est la plus grande région de France, avec des territoires très différents. Vous avez une côte atlantique avec une économie plutôt saisonnière. Vous avez des zones très rurales, une grande métropole, Bordeaux, des départements densément peuplés et plutôt jeunes, et puis d'autres qui sont vieillissants et en déclin économique. Et pourtant, malgré toutes ces disparités, pratiquement à l'unanimité, à 70%, c'est la dégradation de notre rémunération qui ressort de cette grande consultation. Autre sujet majeur, c'est la désertification médicale. Associée à la faible rentabilité des officines, elle contribue à leur dévalorisation et par voie de conséquence à des difficultés lors de la revente. De plus, l'absence de médecins rend compliqué l'exercice coordonné. Des difficultés également à recruter du personnel nous sont remontées. Faible salaire, peu attractif, éloignement des grandes métropoles urbaines pour certains. Et puis, dans ces grandes métropoles des agglomérations urbaines, les hyperpharmacies représentent un danger pour les autres, puisque faire du discount, ça contribue forcément à éliminer les confrères. Et malgré toutes ces difficultés, malgré le manque de reconnaissance, à l'unanimité, parce que là, on est à 89% de réponses, les confrères sont enthousiastes et partants pour vacciner contre la Covid-19 massivement. D'accord. Merci. Et plus largement, alors quelles vont être les priorités de votre mandat? Alors, je voudrais peut-être présenter l'équipe auparavant. Allez-y, bien sûr, oui, présentez l'équipe. Voilà, nous avons une équipe renouvelée, puisque 3 d'entre nous seulement siégeaient aux précédentes URPS. 11 départements sur les 12 sont représentés, ce qui dénote bien notre ancrage territorial de proximité, en ville comme en milieu rural. La parité a été respectée et nous avons nous-mêmes des typologies de pharmacie très différentes, ce qui garantit aux confrères d'avoir une représentativité, d'être considérés. Alors, sur ce que l'on souhaite faire au niveau de notre URPS, eh bien déjà, on va poursuivre et amplifier le travail de la précédente équipe. Sur le volet de la prévention, nous avons été une région pilote pour la vaccination contre la grippe. Une traçabilité des vaccinations a été engagée en partenariat avec les développeurs du carnet de vaccination électronique. Nous pensons qu'il faut poursuivre dans cette voie avec l'élargissement à la vaccination des rappels de l'adulte. Sur la partie du plan régional santé-environnement, l'équipe qui s'est constituée va continuer son travail sur les perturbateurs endocriniens. Après, on a aussi le volet de l'accompagnement des patients en ambulatoire. Et là, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a construit un outil de coordination interprofessionnelle qui s'appelle ESEA PACO-Globule. Cet outil est un GIP, c'est-à-dire un groupement d'intérêt public qui regroupe l'ARS, les hôpitaux publics, l'aide médicale publique, le conseil régional. Et ce GIP ESEA s'est ouvert aux professionnels de santé libéraux, ce qui nous permet de partager des informations autour du patient en toute sécurité avec messagerie sécurisée de santé. Et notre objectif sera de généraliser cet outil dans toutes les pharmacies de Nouvelle-Aquitaine. D'un point de vue pratique quotidienne, nous souhaiterions que l'URPS devienne vraiment le partenaire du pharmacien. L'an dernier, on a pu fournir des solutions hydroalcooliques. On a vraiment envie de faciliter la vie de nos confrères au quotidien. Alors, en examinant, nous allons bien sûr examiner encore plus attentivement les résultats de cette grande consultation pour mieux répondre aux besoins des confrères et de leurs patients.
Déjà, on peut en tirer un enseignement, c'est qu'il faudra certainement améliorer notre communication et notre lisibilité, qui n'est pas encore suffisante. D'après les échanges que nous avons pu avoir entre nous, nous avons envie de donner à la prévention une place prépondérante. Pratiquement partout, je l'évoquais tout à l'heure, on constate une diminution du temps médical, parfois même des déserts médicaux, si bien que vous avez des patients chroniques qui sont suivis, mais toute une partie de la population qui ne va chez le médecin qu'occasionnellement et parfois même qui renonce aux soins. Dès lors, on a un rôle fondamental de dépistage et je pense particulièrement au diabète, qui est une maladie à évolution silencieuse, également au prédépistage des risques d'AVC que la région Nouvelle-Aquitaine avait déjà expérimenté. Beaucoup d'entre nous font déjà des glycémies capillaires, des prises de tension artérielle, voire des dépistages de DMLA. On a de nombreux TROD à notre disposition. On pourrait nous confier la dispensation des kits pour la prévention des cancers colorectaux. L'officine, vous l'avez rappelé, c'est la porte la plus facile à franchir pour l'accès aux soins. On y entre pour s'automédiquer, pour recevoir un conseil, une écoute. On a même proposé notre aide aux femmes victimes de violences depuis la crise sanitaire. Vous voyez comme notre contribution a été reconnue. Nous sommes complètement légitimes dans le repérage des maladies chroniques et toutes ces actions de prévention ne peuvent que faire consensus auprès des autres professionnels de santé. Et là, on n'est pas dans des nouvelles missions à mettre en place puisque ces dépistages, on les fait déjà tous, plus ou moins. Nos préparateurs et nos préparatrices les réalisent sous la surveillance d'un pharmacien, qu'il soit titulaire ou adjoint. Et il faut simplement, et ce sera le rôle de notre URPS, les protocoliser pour qu'ils soient faits de façon uniforme et reproductible, les choisir en fonction des territoires, de l'actualité, les faire valider et les faire rémunérer. Et là, je m'adresse aux pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, ce sera à vous de vous lancer massivement dans ces projets. Plus vous serez nombreux à vous en saisir et plus les autorités de santé seront à même de les généraliser. Merci Marie-Hélène. Donc, nous avons entendu vos propositions en matière de prévention et dépistage. Maintenant, je voulais passer la parole à Nathalie Berton pour que vous nous exposiez comment vous comptez améliorer le lien ville-hôpital dans votre région. Donc, en 2021, pour la FSPF… Pardon, oui, excusez-moi. Alors, en 2021, pour la FSPF… Ah, alors attendez, je vais essayer de me rapprocher. Donc, au sein de la FSPF, c'est mieux? Oui, ça va. Donc, au sein de la FSPF pour 2021, nous tenons à mener à bien donc, le sujet de l'interprofessionnalité parce qu'en 2022, nous allons devoir, en tant que pharmaciens, travailler en exercice coordonné pluriprofessionnel. Et nous devons nous en occuper parce que sinon, les ARS vont le faire pour nous. Alors, les URPS ont toujours aidé les pharmaciens de santé à élaborer et mettre en œuvre ces projets. Et les syndicats sont là pour servir d'intermédiaire entre nous et l'assurance maladie. Donc, notamment, dans cet exercice coordonné, il y a les CPTS qui semblent être le mode le plus à même de répondre aux besoins des territoires. Et l'URPS Nouvelle-Aquitaine va vous aider tous à arriver à monter ces CPTS et à simplifier leur création parce que c'est très chronophage. Ça demande à connaître, à travailler avec les autres professionnels. C'est pas facile et l'URPS, donc pharmacie, est votre interlocuteur idéal pour contacter les autres URPS, des médecins, des infirmiers et de toutes les professions paramédicales. Donc, je me répète vraiment dans le but de simplifier les relations interprofessionnelles. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, comme vous l'a dit Marie-Hélène Tessier, nous avons donc PAC au globule qui permet de partager entre les différents professionnels un journal de soins, des plannings, des rendez-vous.
et d'alerter les différents professionnels en temps réel. Ce portail, il est fonctionnel, il est simple, et nous devons, nous les pharmaciens, apprendre à l'utiliser et à le visionner tous les jours, parce que les infirmiers et les médecins dessus échangent beaucoup et on apprend beaucoup sur l'état de nos patients. Alors, nous souhaitons généraliser cet outil à toutes les pharmacies de Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, il y a un second moyen, c'est le MS Santé. Donc, c'est un portail, normalement, tout le monde l'a installé, qui est ultra sécurisé. Pour l'instant, pour nous, il nous sert surtout à recevoir les DSG urgents. Et ça serait bien que les pharmaciens, enfin que les hospitaliers apprennent à communiquer avec nous dessus au sujet de leurs patients. Ensuite, à Bordeaux, nous avons l'Institut Bergonié, qui est le centre régional de lutte contre les cancers de la Nouvelle-Aquitaine, qui, avant le Covid, organisait des soirées de réunion pour expliquer les protocoles qu'ils avaient mis en place, les nouveautés. Et c'était vraiment passionnant et très instructif. Ça serait bien que d'autres hôpitaux fassent ça et que les pharmaciens aillent suivre avec leurs collègues justement en interprofessionnalité. Voilà, il me tarde que ça recommence. C'était vraiment très instructif. En plus, du coup, dans le cadre de CCPTS, quand on recevra les patients qui sortiront de l'hôpital, on saura un peu ce qu'ils ont vécu et ça nous permettra de mieux s'en occuper. Le but de CCPTS, c'est d'éviter des réhospitalisations, ce qui arrive dans certains endroits où quand les gens sortent de l'hôpital, ils ne trouvent personne pour s'occuper d'eux. Alors ensuite, il faut vraiment que l'on mette en avant notre maillage territorial des pharmacies. Donc ça, c'est toujours notre très gros atout, donc qui permettent de effectivement dispatcher les CPTS. Ensuite, il y a un autre problème auquel tout le monde est confronté, enfin toutes les pharmacies, c'est le MAD qui est souvent spolié par d'autres acteurs extérieurs à la pharmacie. Et si nous augmentons nos compétences et qu'on devient plus présent grâce à l'exercice coordonné, le MAD reviendra certainement beaucoup plus chez nous, d'autant plus que le diplôme de docteur en pharmacie, c'est un gage de qualité, de compétences, de réactivité et de disponibilité aussi. En plus, nous sommes livrés 2 fois par jour. Vraiment, voilà, on est ouvert jusqu'à 20h. Souvent, le MAD, à 18h, c'est fermé et ils ne sont plus là pour répondre aux patients. Nous avons un autre atout, c'est la PDA, la préparation donc, des doses à administrer, qui devrait être un peu plus généralisée en ville, parce que les acteurs extérieurs ne peuvent pas le mettre en avant, cet atout. Et dans le futur, quand le patient sortira, qui sera pris en charge par le médecin, par l'infirmier et par le pharmacien, qui pourra lui délivrer donc ses piluliers tout prêts pour ne pas se tromper, donc ça c'est bien, et pour aussi lui livrer son matériel médical nécessaire. Enfin, une dernière chose, les professions médicales de ville sont très féminisées et le fait d'avoir des organisations en exercice coordonné peuvent permettre aussi aux libéraux qui sont seuls de mieux s'organiser dans l'exercice quotidien, dans les gardes, dans le suivi des patients le week-end. Et cette profession très féminisée est demandeuse car ça leur permet de mieux s'organiser dans leur vie professionnelle. Donc voilà, je pense que pour 2021, c'est l'occasion pour le pharmacien de se rendre indispensable dans la chaîne des soignants, puisque maintenant, il faut qu'on soit considéré comme des soignants et qu'on obtienne une juste rémunération, parce qu'on fait tout, on vaccine, on dépiste, on surveille les pathologies, on évalue la compréhension du patient face à ses traitements. Et voilà, donc nous voulons aller encore plus loin pour 2021. Merci Nathalie Berthaud. Alors, Xavier Monnier-Touma, vous êtes un spécialiste du numérique. Alors, je voulais savoir que comptez-vous développer en matière de numérique au cours de votre mandat, si vous êtes élu, bien sûr. Alors, mon but, ce sera essentiellement de simplifier la vie des pharmaciens. Alors, le numérique, on le voit partout, on l'entend partout, c'est le mot à la mode, mais il faut un objectif, c'est le service aux pharmaciens et non l'inverse. Il ne faut pas qu'on renseigne des plateformes pour des données, etc. Il faut servir le pharmacien, il faut servir la profession. Donc, du coup, tous les sujets numériques que l'on va prendre, ils sont transversaux. On va déjà appuyer les projets existants et on va voir comment on va travailler les projets à venir pour qu'ils soient intégrés à nos pratiques. Il faut que l'administratif soit insignifiant pour que l'on puisse se concentrer sur notre métier, qui est le médicament, et le patient qu'on a en face de nous. Qu'est-ce qui est plus important que la relation humaine que l'on peut avoir au comptoir ?
de régler la problématique du patient qui va changer et qui va évoluer au fil du temps. Et il faut se concentrer autour et nous donner l'information au bon moment pour pouvoir arriver à fournir le meilleur de nous-mêmes. On a vu la complexification des tâches qui nous incombent, avec notamment les anticancéreux en ville. On parlait de l'Institut Bergonié à Bordeaux. Ce sont des sujets délicats où il y a besoin d'avoir un support derrière. Il faut avoir le bon support au bon moment et il faut avoir le bon suivi. Donc, un minimum d'administratif pour un maximum de performance. Là aussi, l'échange va être important. Paco Globule, cet outil qui est pluriprofessionnel et qui existe en Nouvelle-Aquitaine, sera un bon outil. Reste à le connecter comme il faut pour qu'il s'intègre à nos pratiques. Enfin, comme l'a dit Marie-Hélène Tessier, un des autres sujets clés, c'est la vaccination. C'est un sujet qui, en Nouvelle-Aquitaine, existe depuis 2010, depuis 10 ans, depuis la création des URPS. Elle s'est toujours montée très proactive en la matière, avec notamment un partenariat avec mesvaccins.net. Il faudra maintenir ces efforts pour faciliter la vaccination que l'on gère aujourd'hui avec la grippe et très sûrement avec la Covid. Il faudra faciliter le partage de manière complètement automatisée aux professionnels de santé concernés. Et surtout, il va falloir prévenir le patient au bon moment. Et ça, c'est vraiment très important parce que si on veut faire demain le rappel de l'adulte, il va falloir être vraiment performant à ce niveau-là. Là, sur ce point, le numérique est indispensable. Il faut vraiment l'inclure dans nos pratiques. Le métier, actuellement, est en pleine mutation. On a de plus en plus de numérique. Ce qui est sûr, c'est qu'on est de plus en plus aussi reconnu comme un professionnel de santé. Le développement des entretiens conventionnels, il est très important parce qu'il permet de qualifier ce rôle de professionnel qu'on a su nous confier. Il y a beaucoup de pharmaciens qui me disent souvent ce travail, je le fais déjà au comptoir, pourquoi je vais faire ça en entretien? Ils ont raison au final, mais c'est un formalisme qui est nécessaire pour montrer cette qualification. Et pour ça, je pense que les pratiques du comptoir, progressivement, peuvent arriver à qualifier un entretien, un échange du quotidien en un entretien complètement formalisé. Ça, c'est un travail numérique que pourrait mener l'URPS Nouvelle-Aquitaine. Enfin, on ne peut pas envisager de parler de numérique sans parler de sécurisation des données. Donc, après un audit de ce qui existe en pharmacie, ce qui a quelques failles, on pourrait recommander des pratiques qui pourraient être adaptées, surtout conformes aux recommandations ordinales. Et on pourrait trouver, par exemple, une clé de chiffrage commune pour pouvoir protéger nos données et notre travail. Ces données sont très précieuses pour beaucoup de monde. Elles sont très regardées, elles sont souvent dérobées. Et aujourd'hui, il me semble nécessaire pour construire un futur dans lequel on est valorisé, d'en rester maître et d'en rester propriétaire. Bref, améliorer, faciliter, qualifier ce qui existe déjà, voilà autant de raisons pour lesquelles il faut voter et faire le bon choix aux élections des URPS au mois d'avril. Merci Xavier Monnier-Thomas. Et nous pouvons maintenant prendre quelques questions des internautes. Philippe, Denis. Oui, alors j'ai pas mal de questions sur la vaccination, Hazard. Donc, je reviens sur quelques sujets qui me semblaient… En fait, je baigne dedans, donc forcément, excusez-moi, pour moi, forcément, ça paraît évident. Et en fait, pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois où vous n'avez pas beaucoup entendu parler. Les vaccins sont des vaccins stock État. Donc, bien sûr, nous n'avons pas à les acheter. Ils nous sont fournis comme nous ont été fournis les masques dans un premier temps. D'accord ? Ou comme nous ont fourni les vaccins grippe stock État au mois de janvier. Là. Donc, voilà. Donc, c'est des vaccins stock État. Donc, pas à les payer. Premier point. Ce sont des vaccins de 10 doses. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faudra prélever une dose à l'intérieur du vaccin et on aura un certain temps pour faire les 10 vaccinations. Donc, j'ai vu quelque chose, des remarques là-dessus. Les 3,45 €, donc c'est une facturation pour les médecins. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question ? Est-ce que les honoraires sont équivalents pour les médecins et les IDE ? Justement, c'est ce que nous avons demandé, puisque pour les médecins, pour mémoire, c'est 9,70 € plus 5,40 €. Voilà, pour la vaccination.
Et nous, c'est 6,30 plus 5,40. Donc, voyez un petit peu le poids. Sachez également que, c'est ce que nous a dit le directeur, ce seront des millions de doses à administrer et pendant très longtemps. Certains d'entre vous m'ont fait des commentaires en me disant qu'il allait y avoir très peu de vaccins. Oui, très peu en février, très peu en mars, mais beaucoup en avril, en mai, en juin, en juillet, en août et tout le temps après, parce que la vaccination Covid, on va vivre avec, comme la vaccination grippe, pendant des années. C'est quelque chose qu'il faudra refaire et refaire. Donc, la négociation qui s'ouvre aujourd'hui, c'est une négociation qui n'est pas pour une semaine. Donc, il faut se dégager les yeux du mois de février. Donc, c'est vraiment un truc de long terme. Les aiguilles et les seringues seront fournies par AstraZeneca. Donc voilà. Donc, ça, c'est un petit peu ce que je vous avais dit sur les premières salves de questions que j'ai vues. Est-ce qu'il y en a-t-il d'autres? Denis, toi, tu as vérifié les questions. Tu peux me poser des questions, toi qui as les autres devant les yeux. Si tu as des questions que je n'ai pas vues. Alors, j'ai répondu en direct à quelques-unes. Je ne sais pas si tu as vu. Mais, oui, aussi. Mais... qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus qui pourrait être intéressant? Tout est intéressant. Il y a des questions sur les CPTS. Je ne sais pas si tu as vu. Effectivement, les CPTS, c'est toi qui vas répondre peut-être, mais les CPTS, effectivement, sont un bon système de maillage pour pouvoir bien faire la vaccination. Mais voilà. Si tu peux poser la question plutôt que de lui répondre, oui. S'il vous plaît. Ce n'était pas des questions, c'était plutôt des affirmations. Ouais. D'accord. Alors aussi, il y a des pharmaciens qui sont exclus des CPTS. Comment remédier à tout cela? Ça, c'est clair qu'il faut faire de l'entrisme dans les CPTS. Et donc, l'URPS, donc Marie-Hélène, Kevin a dit, vous allez avoir un rôle majeur là-dedans. Il vous faudra accompagner les confrères. Il y a vraiment un rôle d'accompagnement de l'URPS dans les CPTS. En fait, et de façon plus générale, Marie-Hélène, je te le dis, et donc tu vas pouvoir répondre, tout ce qu'on décide au niveau national et qu'on décide à mettre en place, en fait, on a besoin de vous, à l'URPS, au niveau local, pour aider les confrères à s'approprier les missions. Donc, au-delà, dans un premier temps, les URPS étaient, comme tu l'as dit, des machines à innover. Il faut garder ça. Donc, Xavier, je suis d'accord. Mais il faut que vous appreniez un nouveau métier qui est celui d'accompagner les confrères. Ils en ont besoin. Créer une CPTS, s'y intégrer, c'est compliqué. Il faut venir les aider. Il faut les accompagner. Donc, voilà mon message. Il y avait une question sur les vaccins, le fait que l'AstraZeneca n'est pas réservé aux 65 ans. Qu'est-ce qu'on va faire des plus de 65 ans? Alors, d'abord, deux choses. La dernière question. Ce sera la dernière et j'y réponds. Donc, j'ai vu que j'ai 2 minutes. On répondra aux autres la semaine prochaine. Voilà. Donc, le vaccin AstraZeneca est réservé aux moins donc, de 65 ans uniquement parce que dans l'étude initiale d'Astra, il n'y avait pas assez de patients âgés pour que l'étude soit suffisamment robuste pour être validée par l'EMA. Mais l'EMA et la HAS ont dit qu'ils allaient réévaluer très vite parce que, en fait, tous les Anglais de plus de 65 ans se font vacciner par le vaccin Astra et on aura très, très prochainement des études de phase 4 massives portant sur des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui vont nous indiquer que le vaccin est probablement indiqué au-delà de 65 ans. Par ailleurs, la HAS a également dit, et je le redis parce que c'est vraiment important, qu'elle va réévaluer dans les prochaines semaines la vaccination par les pharmaciens des vaccins à ARN. Donc, ça veut dire les vaccins Pfizer et Moderna qui pourraient aussi arriver dans le circuit officinal dans les semaines à venir. Comme je vous dis, ce n'est pas un sprint la vaccination, c'est plutôt une course de fond. Donc, bien sûr, on est très excité par les premières semaines et on a envie de se sortir du Covid, moi comme vous, et donc j'ai envie que ça aille vite. Mais ce n'est pas tellement février qu'il faut que vous ayez en tête. Il faut vous préparer, il faut qu'on soit prêt. La formation, tout ça, elle ne sera pas obligatoire, la formation, mais il vaudra mieux quand même faire quelques formations en ligne pour se remémorer la maladie. Et en tout cas, sachez qu'on va vivre avec pendant des années. Voilà, Christophe. C'est parfait.
Il est temps de conclure maintenant, donc je repasse la parole à Marie-Hélène Tessier, si vous voulez bien conclure, s'il vous plaît. Oui, le mot de la fin. Donc, les URPS, vous savez, sont un laboratoire d'idées, ça a été évoqué, un trait d'union entre le terrain et les autorités de santé. Mais il faut être pragmatique, il faut s'adapter au terrain, travailler avec les associations de patients. Nous œuvrerons bien sûr à ce que chaque confrère qui le souhaite puisse développer les missions conventionnelles. Pour les dépistages, je ne doute pas que vous soyez partants, car c'est toute l'équipe officinale qui est impliquée et c'est une demande forte des patients. Et parce que ça n'est pas la lourdeur d'une tâche qui la rend efficace, notre équipe aura à cœur de vous proposer des expérimentations simples, utiles et rémunérées. Nous restons à votre écoute, à vos côtés. Votez pour notre liste pour valoriser votre métier. Votez FSPF pour rémunérer votre métier. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Philippe Besset, c'est à votre tour. Un petit mot de conclusion. Oh non, je préfère rester sur la conclusion de Marie-Hélène. Elle est vraiment belle, donc je vais vous souhaiter bonne chance pour. Mais il y aura le replay. Voilà, pour cette élection. Vous pourrez la réécouter en replay. Voilà, pour cette élection de Nouvelle-Aquitaine, effectivement, il y a le replay pendant tout le week-end. Je vous donne un rendez-vous jeudi prochain pour un autre after work. Et puis, donc, comme d'habitude, maintenant, puisqu'ils me mettent les réunions ministères de vendredi, vous aurez aussi les infos le week-end par rapport à ce que va nous dire le directeur de cabinet d'Olivier Véran demain après-midi. À bientôt. Bonne continuation. Merci Philippe Besset. Merci Marie-Hélène Tessier, Nathalie Berton, Xavier Monnier-Touma, les candidats de la FSPF pour la région Nouvelle-Aquitaine. La semaine prochaine, ça sera toujours à 19h. Nous serons en direct avec les candidats d'une autre région. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous.